Bonjour à tous, bienvenue à cette chaîne YouTube. On est ici avec Seb, Neja et moi-même, Jonas. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu le format. C'est pas nous qu'on a créé, on va dire, le sujet, mais c'est les membres d'Astérion. On les a un peu challengés sur Instagram. C'est eux qui nous ont posé les questions. On a eu pas mal de questions. C'est possible qu'on ne saura pas répondre à tous aujourd'hui, mais voilà, on reverra ça une autre fois. Et la première des questions, je ne dis pas de qui, hein. Non, non, juste les Je ne veux questions. pas dire de qui, mais en gros, une membre de la salle nous a posé comme question comment gérer son stress avant une compétition. Ok? Je ne sais pas si Seb, tu veux commencer. Je pense que c'est très personnel et il faut arriver à se connaître par rapport à pas mal de paramètres. Ce que je peux expliquer, c'est la manière dont moi je fonctionne par rapport à une compétition et voir s'il y a des points communs pour certains. Je viens de, pardon, hein, Oui, je viens de vas-y. regarder la question. C'était pas exactement avant une compétition. C'est pas genre le jeudi avant la compétition du vendredi. C'est plus avant un WOD de compétition. Après, on Ouais, peut on parler peut, des deux. justement, ça, je On peut disais faire qu'il la y avait différence pour moi, il y entre les avait deux. les deux. Et donc, par exemple, si on parle de la compétition en soi, il y a toute une manière de gérer son entraînement, surtout la dernière semaine avant. Et aussi bien alimentaire, parce qu'en général, quand on veut performer, on va commencer à améliorer son alimentation, à essayer de jouer sur plein de paramètres juste avant. Et pour moi, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Il faut rester dans cette routine qui a été là les dernières semaines. C'est vraiment structuré par rapport déjà à avant. Et parce que je me souviens, par exemple, j'avais une fois mangé un burger. Je mange hyper bien. Et j'avais mangé un hamburger un soir, avant une compétition. On a été avec des autres. Et j'ai mangé donc ce burger. Et le lendemain matin, j'ai congestionné comme jamais dans le premier WOD. C'était vraiment horrible. Et ces simples paramètres-là, je mangeais quasiment jamais de viande rouge à ce moment-là. Est-ce que c'est juste ça qui a fait soit. Mais donc, c'est rester vraiment dans une certaine routine de alimentaire, au niveau sommeil, il y a tous ces paramètres-là. Et puis, il y a aussi, comme on disait, la gestion d'avant WOD, qui est encore un peu différente. Et là, normalement, tout est déjà joué la semaine qui précède. Donc, c'est plus au niveau. Il faut faire attention aux calories, à ne pas manger des trucs différents de ce qu'il y a d'habitude, fractionner ses repas, faire très attention à l'eau. Et en général, le stress fait qu'on évacue beaucoup plus l'eau. Et donc, c'est un paramètre à gérer. Donc, il y a tout ce qui est peut-être sel et autres aussi qu'il faudrait gérer. Ouais. Et alors, quand on va à la compète, il faut être dans l'état d'esprit que tout est déjà joué avant et que c'est juste donner le meilleur de soi-même à ce moment-là. Et c'est le seul focus à avoir. Et jouer stratégie dans le WOD et mettre un focus là-dessus plutôt que sur autre chose. Et parce que la performance sera de toute façon là, donc quoi qu'il arrive. Et en général, je connais beaucoup de bons athlètes qui sont même pour moi supérieurs enfin, à qui je m'entraînais, qui pouvaient être supérieurs à moi. Et ils explosaient vraiment dans les WOD, juste avant le WOD, tellement qu'ils se mettaient de stress. Ils avaient toujours mal au dos et ils devaient arrêter leur compétition à cause de douleurs de dos. Et le lendemain, ils étaient capables de se réentraîner, de faire des deadlifts proche de leur PR. Donc ouais, tout ce qui il y a une gestion globale. S'il y a un problème, avant les WOD, avant la compétition. Déjà, dans le premier WOD de compétition, c'est qu'il y a un gros travail à faire au niveau gestion des émotions, gestion de tous ces paramètres-là avant. Donc, il n'y a pas de changements comme ça des dernières minutes qui vont vraiment tout déterminer. Il peut y en avoir, mais dans 80% des cas, ce ne sera pas ça. Excellent. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir des... Moi, je pense que oui, mais en gros, qu'est-ce que toi tu en penses de s'il y a des gens qui sont très forts à l'entraînement et au niveau compétition, ils commencent en fait, à diminuer son niveau seulement à cause de cet stress-là. Il y en a, et j'en connais de nouveau plein, mais l'entraînement doit être un entraînement, c'est pas une compétition. Et donc, il y en a qui le font de manière à performer, à valider tout leur score. Et il n'y a pas de mal à être deuxième, troisième, dernier dans un entraînement. Tu testes des choses. Donc, il y a toute la préparation physique générale du renforcement, il y a plein de trucs. Mais quand on essaie d'optimiser un WOD par rapport aux stratégies, tout ça, il y a un autre paramètre, il y a ce paramètre-là à prendre en compte. Et par exemple, ceux de nouveau avec qui je m'entraînais à ce moment-là étaient juste dans le score, la performance, terminer premier dans le WOD d'entraînement. Mais le WOD d'entraînement va rien t'amener en points ou autre.
Et je ne sais pas si c'est exactement ça ta Oui, question. oui, c'est ça, exactement. Et donc là, il y a une petite victoire, mais au final, quand ils sont dans l'état de stress, où ils sont sous pression, ça arrive très, ça peut même, j'ai déjà vu même dans les entraînements, des gens qui sont face à moi et qui essaient de me mettre la pression sur des double under ou n'importe quoi, et qui, eux, donc me mettent la pression, et je reste calme, et finalement, c'est eux qui flanchent. Alors que, enfin, c'est juste que je ne sais pas si ça fait ricocher sur eux, mais enfin, voilà. Ouais. Mais c'est assez marrant parce que la semaine passée, je m'entraînais au Jiu-Jitsu ici et justement, j'ai eu le cas là. Moi, j'aime bien utiliser l'entraînement un peu pour tester, essayer, tu vois. Et personnellement, si quelqu'un, ceinture blanche comme moi, qui est, je veux dire, ça fait 2 ans qu'il est là et moi, ça fait 4 ans par exemple, tu vois, il y a toujours ce côté, tu veux pas taper, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui il est moins là, etc. Mais en fait, moi, je suis vraiment dans l'optique, j'essaye. Et plein de fois, je me trompe, tu vois. J'ai dit, putain, clairement, il fallait pas aller par là, tu vois. Mais, tu vois, j'essaie et je tente. Et il y a beaucoup de jeunes qui commencent et ils ne veulent pas tenter, tu vois. Ils ne veulent pas taper. Le seul objectif, c'est pas taper. Et je me dis, au final, tu perds quand même une grosse opportunité d'avoir appris quelque chose, tu vois. Là, je sais que maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour moi de dire, je ne dois pas aller vers ce sens. Je ne dois pas tourner par là parce que sinon, il va m'avoir, etc. Et je pense que dans le CrossFit, il y a aussi beaucoup de gens, ils n'essayent pas. Et surtout, le problème qu'il va avoir, c'est que le jour qu'ils vont à la compétition, ils vont se connaître moins. Ça veut dire qu'ils ne vont pas savoir gérer autant sa frustration, sa manière de voir le WOD, que si tu t'entraînes d'une manière de construire, une manière d'apprendre des choses, mais ça va être beaucoup plus intéressant le jour que tu seras dans une situation, tu sauras mieux manager ça, etc. Toi, Benjamin, qu'est-ce que tu en penses de la question? J'en pense qu'elle est excellente. Moi, j'aurais tendance à dire d'abord, même en amont de ça, c'est pourquoi la compétition? Qu'est-ce que tu veux en faire de cette compétition? Si je prends l'exemple que tu viens de donner, qui pour moi est excellent, le fait de taper, donc on est d'accord, c'est du jiu-jitsu, donc c'est pas mettre des coups, c'est taper au sol en disant ok, on repart à zéro, on est d'accord, hein, parce que ça pourrait être mal interprété. Donc effectivement, moi je vois pas ça comme un échec. En fait, qu'est-ce que tu, dans le fait de taper, comment tu le perçois? Est-ce que tu le vois comme toi, avec ce côté, bah, je tente un truc, si je tape en fait, j'ai tenté un truc, et cet échec n'est pas un échec parce que je n'ai pas réussi à faire mon truc, mais j'ai tenté le truc, et donc c'est un apprentissage. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui se mettent des pressions, mais de fou, sur des throwdowns avec ouais, c'est trop bien, t'es premier, t'as 2 no-co et un carton, quoi. Enfin, je veux dire, cool, te stresse pas. Enfin, tu vois. Alors, moi, j'ai pas du tout l'esprit de compétition. J'ai un ego dans mon travail, dans mes compétences, dans le fait que voilà, j'aime étudier, j'aime apprendre, mais j'ai aucun ego sur mes résultats sportifs. On l'a encore vu tout à l'heure. Jonas est très rapide en course à pied. Donc, en tout cas, par rapport à moi. C'est une autre histoire. Mais dans l'idée, c'est juste un bon moment en fait qu'on passe ensemble. Et moi, je le vois comme ça. Je me donne à fond et tout. Et en fait, c'est juste ça. Donc, le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce qui fait que votre perception de la compétition crée cette anxiété? Donc ça, c'est vraiment important pour moi. C'est, OK, qu'est-ce que vous attendez de cette compétition? Est-ce que c'est un top 3? Est-ce que c'est un top 1? Est-ce que c'est juste participer? Et à partir de là où c'est clair, pour moi, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est je sais ce que je veux faire. Je veux faire un top 3, admettons. OK, je crée un plan. Pour diminuer l'anxiété, il faut créer quelque chose que tu peux prédire. Cette prédiction, c'est faire rentrer dans les cases. C'est, OK, je vais m'entraîner le lundi, le mardi, mercredi c'est off, jeudi, vendredi, samedi, par exemple, je sais pas, j'invente, et vous mettez carré à chaque fois les infos. OK, ben, si vous voulez performer, moi je pense que, bon, on peut en rediscuter, c'est encore un autre sujet, mais on peut venir à sa salle et faire la programmation générale, mais je pense que si tu veux vraiment performer dans une compète, etc., par rapport aux standards qui ont été annoncés, par rapport aux choses qui ont été annoncées, va quand même falloir faire une programmation qui, j'insiste, est juste pour te permettre de diminuer l'anxiété à travers la prédiction possible et donc la programmation. Bon, je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Donc là, pour moi, c'est vraiment important d'aller là-dessus. Et une fois que c'est là, bah, tout ce que tu peux faire, en fait, c'est suivre le plan et aussi t'exposer, alors je vais utiliser un vilain mot, à la douleur. La douleur, c'est plutôt la difficulté qui est, je sais pas moi, il y a des walking lunch, overhead. Bah, c'est le mouvement que vous ne maîtrisez pas du tout. Bah, les gars, je suis désolé, mais il va falloir en bouffer un petit peu. Alors attention qu'il ne faut pas en bouffer 5 fois semaine, parce que pour moi, il faut aiguiser la lame, c'est-à-dire là où vous êtes très très fort.
Mais il faut essayer de limiter les zones où vous êtes moins bon. Parce qu'en fait, on est tous d'accord aussi, je pense là-dessus, la compétition de CrossFit, en fait, tu vas la perdre là où tu es mauvais. Tu vas pas la gagner là où tu es vraiment bon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a entre les deux. Il y a entre les deux. CrossFit, c'est spécial. CrossFit, c'est particulier. Mais on essaie en tout cas d'être le moins mauvais partout. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, moi, c'est ce que j'aurais tendance à proposer en plus de ce qui a été dit. Et alors après, ce qui est super intéressant aussi, c'est effectivement la semaine d'avant, tout est joué. Même les 10 derniers, moi je dis toujours 10 jours, voilà, pour augmenter un peu la semaine, mais je suis d'accord avec la semaine. Et il y a le côté où là, je vais essayer, moi, de diminuer un petit peu le stress en faisant plus de flow et en allant chercher ce que la personne a plus envie de faire. Et là, c'est plutôt de la préparation mentale. En mode, tiens, fais quelque chose où tu es bon pour en fait te mettre dans un, tu sais, dans un truc de réussite, quoi. Peu importe si taper au sol, c'est une réussite ou pas. Si c'est une réussite pour toi, tu peux y aller. Il y en a beaucoup, ce ne sera pas le cas. Donc là, c'est se mettre en confiance avant. Je suis 100% d'accord, même à 200% d'accord avec toi parce que moi, j'ai fait très peu de compètes, mais les compètes qui ne sont pas bien passées, j'ai fait de la merde en bouffe. Franchement, je le dis, j'ai vraiment fait n'importe quoi parce que je voulais tenter, que vous me connaissez, je suis un explorateur. Des fois, je n'explore pas les bonnes zones, mais ça, c'est une autre histoire. Et un truc qui est super sous-coté aussi, c'est la respi. Respiration. Moi, j'ai accompagné un gars qui vise les JO là, 2000, c'est quoi, 2026 là? Non, je dis des bêtises. 2028, ouais, je crois que c'est ça. Donc, oui, parce que c'était 2024 les derniers JO. Donc, 2028, j'ai accompagné un gars, là, on vient de finir récemment. Ben, je lui ai dit, en fait, il faut vraiment que tu puisses te créer aussi. Et là, c'est plutôt intrinsèque dans la compétition. C'est une bulle où tu peux, peut-être une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas, comme tu veux, ou avant de passer, tu arrives en fait à pareil, tu es en prédiction, tu prends, voilà, tu t'isoles, tu fais ton petit truc. Alors, il y en a certains qui vont parler de méditation. Moi, je vais plutôt parler de visualisation et de respiration pour essayer de descendre dans le parasympathique pour arriver le moins en anxiété possible. Après, vous savez, moi, je suis d'accord avec le stress, je ne suis pas d'accord avec l'anxiété. La différence, c'est que l'anxiété est chronique, donc en fait, va te nuire. Le stress est aigu et donc va peut-être un peu te permettre d'allumer un petit peu des choses qui vont te permettre de performer. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. La préparation et voilà, limiter l'inconnu et s'exposer à ce que tu vas être exposé durant ta compète, tant physique que mental. Mais ça, c'est un gros point justement parce qu'il y en a plein qui performent mal par rapport au stress et donc il n'y a pas d'exposition fréquente dans leur jeunesse par rapport au stress. Et enfin, ça, c'est un truc que j'ai toujours eu énormément et c'est même, moi, ça m'excite. Et donc, je le vois vraiment positivement. Le seul problème que je peux avoir, c'est quand je suis dans une équipe ou autre, parce qu'on a déjà parlé de ces trucs-là, c'est ce que je vais renvoyer aux autres et j'ai l'impression d'être toujours vraiment en dessous de ce qu'il faut en performance pour les autres et de ne pas savoir apporter les choses, même si j'avais des échos totalement différents de ce que je percevais. Mais quand tu es tout seul, tu as des comptes à rendre qu'à toi-même. Mais je pense qu'il y a une capacité à développer, à s'exposer au stress de manière régulière dans des domaines toujours différents. Le CrossFit, par rapport à d'autres sports, parce que c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu es censé ne jamais savoir ce qui va t'attendre. C'est l'idée. Et enfin, c'est l'idée. Préparer à l'imprévu. Par exemple, c'est l'idée générale du CrossFit, mais dans toutes les compétitions que j'ai fait, j'essaie toujours estimer en fonction du feeling des personnes qui organisent et autres. Parce que la dernière fois, c'était encore l'année passée où j'ai fait une programme pour quelqu'un et je pense que sur les, enfin, il y a vraiment un focus. Ça devient du spécifique, c'est du sport. Et je pense que tous les moments que j'avais mis sur les derniers mois, ben, en fait, elle avait tout eu dans son truc parce que j'ai besoin d'un peu cerner la compétition, les gens qui organisent et tu sais deviner. Enfin, j'aime bien deviner. Et voilà. Moi, perso, je pense que des fois, le stress est un peu mal vu. Tu vois, les gens qui stressent avant la compétition, et en fait, je pense pas justement que ça soit. Il faut s'en servir. Et même, moi, par exemple, ici, pour la dernière compétition, j'ai fait, par exemple, l'Irox. Tu vois, même si mon idée n'était pas du tout de performer, l'idée n'était pas là, mais il y avait quand même, juste avant la sortie, il y a cette petite adrénaline qui rentre et tout ça, et justement, il faut l'utiliser. Et on parlait justement avec la compagne de Romain, et elle n'aimait pas, tu vois, elle n'aimait pas du tout ça. Et moi, j'ai dit, moi, je kiffe. Ouais. Mais j'aime bien ressentir ce truc de dire, et je sens que je suis à ma place, tu vois, je sens que c'est là. Ça, tu l'as pas, si tu es assis dans ton canapé, tu n'as pas cette sensation de dire, oh punaise, ça va. Et tout, ça démarre et c'est parti. Tu vois, en tant que militaire, si tu avais eu ce stress dans une situation de guerre, par exemple, tu aurais été
Totalement. inutilisable, enfin je veux dire Totalement. KO. Et est-ce que c'est, je pense que tu l'avais déjà avant. Oui, je ne pense pas que ça Et, soit entraîné. je suppose que c'est quelque chose auquel tu as été exposé aussi au cours de ta Ouais. vie de manière régulière. Ouais, c'est... Je ouais, ne pense pas que ouais. tu te réveilles en disant que tu sais gérer ton anxiété, il faut être exposé à ça. Ouais, Ton stress justement, et comme tu disais, c'est plutôt aigu normalement. Et je pense qu'il faut de l'exposition, Ouais, ouais, il faut. et ça commence très jeune. Et surtout, pas le voir comme quelque chose de négatif. Ouais. Non. Ouais. Tu vois, Mais- de dire, en fait, c'est. Allez, je suis honnête avec moi, avec vous, la première fois que j'ai sauté en parachute, tu vois, t'es là, mais personne ne parle. Personne ne veut rien dire, tu vois. Personne ne veut dire que tout le monde est stressé. Personne ne veut montrer. Mais en réalité, moi, dans ma tête, je dis, mais bien sûr, putain, c'est sauter. Tu vois, et en fait, il ne faut pas nier, en fait. Il faut dire, voilà. Mais je le fais quand même, tu vois, je le fais parce que, voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas nier que je suis stressé, de que, voilà, il y a plein de monde, etc. Il faut accepter et dire, OK, j'ai travaillé toute cette semaine, j'ai travaillé tout ce mois, j'ai travaillé tout le temps pour arriver à ce moment-là, et maintenant, c'est du plaisir. Maintenant, il faut tout donner. Tout a été déjà fait avant. Ouais, de l'exposition et la respiration, comme tu disais, je pense que ça va aider. Et... Ouais, ouais. Parfait, je pense que c'est pas mal déjà répondu pour la personne. Si maintenant elle a encore des doutes, elle met un petit commentaire, elle nous envoie un message et on répondra sans aucun souci. Une autre question, ici c'était plus pour un autre sport, je la lis. Est-ce que le CrossFit peut être utile pour la pratique du GGB? Ouais. Non. Moi, je trouve que oui. Moi, je trouve que Ok. oui. Parce que, alors, notre CrossFit peut être utilisé pour la pratique du JJB, parce qu'encore une fois, nous, on l'utilise beaucoup en tant que renforcement structurel, préparation physique générale, etc. Maintenant, est-ce que, a priori, tu vas être suspendu à une barre pendant le JJB? Bon, voilà, si tu fais de la baston de rue, peut-être, hein, on ne sait jamais. John Wick. Mais dans l'idée, en tout cas, je trouve qu'il y a du transfert d'un point de vue physique qui est intéressant. Maintenant, encore une fois, d'un point de vue contextuel, non. Ça, je suis assez d'accord. D'un point de vue contextuel, non. Mais on va développer des choses qui, d'un point de vue physique, même mental, par rapport à l'anxiété que tu pourrais développer en étant peut-être étranglé sur du JJB, moi en CrossFit, a priori. Mais aussi où tu sais... Sauf si tu fais une mauvaise rep. Mais, ouais, c'est ça, tu vas faire une mauvaise rep. Mais on en parlait tout à l'heure, hein, le fait d'aller chercher peut-être des reps. Tu vas chercher 10 reps pas lourdes et 10 reps lourdes. On est totalement sur un autre niveau d'anxiété. Et en fait, il y a des gens qui sont OK sur la chronicité de cette anxiété parce que c'est une charge qu'ils maîtrisent. Mais le fait que ça monte plus haut que d'habitude, c'est quelque chose qui peut faire très peur. Et moi, je pense que ça, en fait, j'essaye de limiter les moments où je perds totalement le contrôle. Et donc, ce jeu avec cette exposure thérapie, cette thérapie d'exposition, pour moi, en fait, la thérapie d'exposition à travers un contexte qui est l'anxiété ou le stress, dépendant de chronique ou aigu, peut pour moi être transférée. Donc, il y a deux choses. C'est l'aspect de, j'aime pas trop ce mot, mais résilience ou antifragilité mentale. Donc, être plus fort, taper moins vite, pouvoir aller plus loin dans le fait de... Et tu sais, on t'étrangle un peu, tu vas aller chercher l'effort. Ça, c'est le premier. Et la seconde chose, c'est vraiment l'aspect physique où tu vas te renforcer sur une globalité que tu n'auras pas forcément... Enfin, a priori, tu ne vas pas faire du biceps curl sur du JJB qui ne peut pas forcément être super utile, mais qui va quand même, d'un point de vue global, améliorer la totalité du sport. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Ouais, totalement. Résilience et antifragilité mentale, mais plutôt résilience, j'ai l'impression. Même si j'aime bien l'antifragilité, le fait de se renforcer. Ouais. Et carrément l'aspect structurel et physique. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Donc, pour moi, oui, tout à fait transférable. À partir du moment où tu augmentes ta condition physique générale, tu augmentes tous tes paramètres dans tout, donc tu es censé être meilleur dans n'importe quel sport par rapport à quelqu'un qui fait rien, donc ça, il n'y a pas photo. Après, si tu veux vraiment, enfin, au plus tu vas haut dans ta préparation physique générale, au plus tu seras compétent dans le jiu-jitsu brésilien en travaillant de manière spécifique. Il y a moyen d'orienter pour que ce soit encore qu'il y ait plus de plus-value. Et juste sur le point de l'étranglement, tout ça, par exemple, moi j'ai eu pas mal de crises d'angoisse quand j'étais plus jeune et j'ai appris à les gérer au niveau respiration et tout ça parce que c'était vraiment un souci. Et ça me fait penser, je crois que c'était il y a une dizaine d'années, il y avait les masques, parce que j'ai différents masques aussi comme ça, mais c'est un peu gentil encore. J'avais acheté un vrai masque à gaz, les stock américains, donc c'est les vrais trucs où tu dois attacher derrière. Et donc tu l'attaches, tu vois ce que c'est aussi. Et je faisais des sprints au rameur avec ça. Mais ça, tu sais que tu sais pas le défaire tout de suite. Tu l'avais ouvert quand même un peu ou pas? Non, non.
Tout Enfin, non, il était normal, Oui, tu avais la ok, bonbonne devant et tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait les cordes derrière. Et donc, il fallait déjà 30 secondes pour le monter. Et donc, je faisais des sprints de rameur avec ça. Et je savais que j'étais obligé de maîtriser ma respiration parce que je ne savais pas l'enlever. Et donc, je m'amusais. De le dire là, ça me stresse. Voilà, ouais. Mais ça c'était. Et ça, c'est l'équivalent d'une crise d'angoisse. Oui, complètement. Et j'ai joué quelques fois avec ça. Et le jiu-jitsu brésilien, pour moi, c'est un peu la même chose. Quand tu es dans l'étranglement, c'est cet état-là. Enfin, ça dépend si c'est sanguin ou respiratoire. Parce que sanguin, tu vois pas, t'oublies. Mais tu peux avoir un peu ça. Et alors, un truc qui est très intéressant aussi, c'est le bench press. Ah ouais. Parce que j'ai une cage thoracique qui est vraiment compacte, assez dure. Et donc, c'était très dur aux gens, même aux gros poids, pour eux de mettre la pression et que je ne sache pas respirer. Les autres étaient très vite étouffés. Par exemple, moi, je mets énormément de pression quand je suis très smooth dans mes trucs. Je mets jamais de pression. Je force rien. Mais je mets des pressions tout le temps à des endroits très dérangeants. Et ça, par exemple, les autres avaient du mal à faire sur moi parce que du fait du bench et j'ai un bon bench, ma cage thoracique était très rigide. Parce que tu as l'habitude de prendre lourd. Probablement. C'est intéressant ça. Ouais. Là, je suis nerveux. Mais par rapport à vraiment la structure côté compact où elle est difficilement compressible. Ouais. Donc ton influx nerveux. Ouais, c'est super intéressant. Et donc j'essayais de continuer à respirer. Et après, tu sais si c'est en pression thoracique, tu sais continuer à respirer en ventral et inversement. Ouais. Et donc c'est bien de savoir travailler sur la respiration. Carrément, ouais, ce côté. Parce que jiu-jitsu brésilien, il y a des positions, t'es en tension non-stop. Je me souviens, Judge Bridge qui vient de la lutte, je crois qu'il était en 2e division nationale de lutte aux États-Unis, donc ou c'était niveau collège, je sais plus. Enfin, soit, pas pro. ouais, pas pro, mais donc c'est un assez bon niveau. Et il a arrêté la lutte, je sais plus à quel âge. Il a fait le CrossFit à plein temps à partir de 2014 et il est parti se réentraîner en lutte juste pour le plaisir en 2020. Et les autres s'étaient foutus de sa gueule parce qu'il était tout bleu. Et il n'avait plus l'habitude d'avoir ces types d'apnée, ces types de pression. Ah, ouais. Et donc, tout est quand même sport spécifique, même en apnée, c'est totalement différent. Tout à fait. Ouais, Et donc, il y a une manière de respirer qui est différente, il y a un travail spécifique, mais tu peux toujours t'entraîner dans n'importe quelle chose avec un focus. Par exemple, tu peux prendre le sandbag, tu peux faire des rolls sandbag et ça va être... on sera assez proche au niveau pression, au niveau rotation, au niveau sweep et tout ça. C'est une notion de pression intranerveuse. Vraiment système nerveux. Oui, ça se joue, il faut apprendre à se réguler, mais moi je pense que c'est vraiment plus la pression au niveau physique qui pouvait jouer. Okay, et après, tu peux avoir justement le problème de fuite ou n'importe quoi, parce que cette pression peut être inconfortable. Mais... Tu lâches, est-ce que tu Ouais. Mais là, je parle même la personne qui est en side ou n'importe quoi, en train de mettre une pression thoracique qui peut te malmener. Ok, ouais. Ben, oui, moi je trouve que clairement ça peut aider, comme ça peut aider à n'importe quel autre sport au final. Car notre CrossFit, on va dire, ou d'autres CrossFit font, c'est vraiment de la préparation physique générale. Au final, tu traînes quand même ton cardio, etc. Tu entraînes de la force, ça veut dire que tout ça, c'est des paramètres importants. Moi, je le vois très intéressant, plus dans le sens de que tu puisses faire... parce que je trouve qu'après 3 entraînements de Jiu-Jitsu, je commence à avoir des petites douleurs à gauche, des petites douleurs à droite, parce que tu as quand même des positions qui sont des fois très... voilà, tu as contrainte, des fois ça a été un petit peu plus loin que prévu, etc. Et en fait, je vois que les gens qui s'entraînent 3, 4, 5 entraînements par semaine, ils sont beaucoup de bobos à gauche, à droite. Alors moi, je le vois plus, ok, entraîne-toi 2 fois ou 3 fois au jiu-jitsu brésilien normal, et en fait, tu rajoutes 2 entraînements qui ont rien à voir entre guillemets, mais qui au final indirectement ça va t'aider. Tu vas rester dans le mouvement, ça va te renforcer au niveau force, au niveau cardio, et de cette manière-là, je pense que tu peux rester plus longtemps dans le jeu, on va dire, au niveau de prévention des blessures, etc. Après, il y a rien t'empêche de dire ok, je fais pas une séance de CrossFit, mais je vais à un dojo, je me mets avec quelqu'un et on va vraiment travailler seulement la technique. On se met vraiment interdit de faire un combat, interdit de commencer à taper, c'est seulement faire des positions, seulement bouger, etc. Après, je connais, on va tranquille, et à la fin,
c'est le combat, quoi. Alors, en gros, à voir. Mais moi, je le vois très complémentaire, très intéressant. Je le vois qu'au niveau cardio, tout le monde est essoufflé. Et moi, en fait, j'ai rien eu parce qu'en fait, ils sont tous essoufflés. Parce qu'ils ne sont pas un cardio qui tient. Tu vois, ici, les WOD, quand tu penses à un WOD de 10 minutes à fond, 10 minutes, 20, 30, on a quand même un bon cardio en comparaison à d'autres personnes. La moyenne, ouais, la moyenne. Alors, c'est clair que si la personne s'entraînerait un petit peu plus au niveau du CrossFit, il aurait un meilleur cardio, il gagnerait de la force, tout est utilisable après. Si après il veut être haut niveau, clairement, il faut voir les choses différemment. Il faut plus faire du spécifique ou vraiment avoir du CrossFit préparation physique vraiment spécifique pour le Jiu-Jitsu. Voilà, c'est un peu différent. Mais si je le connais, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui veut, je ne sais pas, c'est possible que je me trompe, mais je ne pense pas que c'est quelqu'un qui veut être champion du monde de Jiu-Jitsu, mais qui veut être bon dans le Jiu-Jitsu. Alors pour cette personne-là, je pense clairement que ce serait super intéressant de combiner les deux. Ouais, ne serait-ce que le cardio que tu disais. Ouais, totalement. Je ne sais pas si tu allais dire quelque chose d'autre. Moi, j'avais plusieurs idées. Donc, le jiu-jitsu, il y a différentes modalités au niveau timing, je pense. Il y a 3, 5, 7, ça dépend un peu des catégories ou des tournois. Donc, et c'est répétitif sur la journée. Donc, c'est des types d'entraînement de ce genre-là. Si on fait que des WOD de 40 minutes, par exemple, on va peut-être évoluer, mais pas autant que si on avait une programmation diversifiée au niveau différentes filières, on va dire, pour faire simple. Et bien sûr, des sports spécifiques. Oui, oui, tout à fait. Exactement. C'est pour ça que je veux dire, et je tacle un petit peu les WOD de 30-40 minutes toutes les semaines. Ouais. Et par exemple, mais ça, c'est une question. Si, par exemple, on te dit que dans 3 ans, je vais prendre un exemple extrême, tu joues ta vie sur un match de jiu-jitsu brésilien, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire ton entraînement pour être le meilleur à ton pic? Non, on va dire 1 an plutôt. Comment tu vas établir ta stratégie au niveau entraînement, sachant que si tu te blesses, tu ne peux pas faire ce combat, donc tu as perdu. Comment tu vas structurer ta programmation sur 1 an? Il est fort, le mec de devant moi. C'est Même ceinture que moi? Même niveau technique? Rickson, ouais. On va dire que oui, dans ta catégorie. Ok. Mais c'est ton match de vie. Ouais. Il n'y en a qu'un des deux qui s'en sort. Ouais. Voilà. C'est Mortal Kombat ou il meurt? Ouais, c'est Mortal Kombat, ouais, c'est ça. Là, tout est dans le nom. Combat mortel. Voilà, on y est. Mais en gros, ouais, clairement, 2-3 séances de Jiu-Jitsu. Que 2 ou 3? Ouais. Une combat à fond. C'est ta 2 vie. techniques. Hein. C'est ta vie que tu joues. Hein. Ouais, mais je pense que 3. 3 entraînements de CrossFit et de Jiu-Jitsu brésilien et 2 ou 3 de CrossFit. Par contre, avec plus fort que toi, non? Quoi? Plus fort les combats. Avec des gens plus forts que toi. Oui, ou non, ou des plus un peu variés. Parce que c'est possible que. En fait, c'est ça qui est assez marrant. Tu peux avoir des gens qui sont plus forts que toi et ça va être très lent. Ça va être tout à gagner 1 centimètre tous les 10 secondes. Ouais. Ou alors, tu vas avoir des gens plus légers qui sautent partout. Tu vois, ça va dans tous les sens. Tu sais même pas où tu es. Ils commencent à rouler sur lui. Toi, ça peut partir dans tous les sens. Il faut de la variabilité. Il faut varier pour être adaptable. Mais je ne ferai pas tous les jours des combats. Dans les 3 entraînements, en fait, il y aurait 2 full technique, de vraiment essayer de comprendre comment le corps bouge, me mettre dans des situations, etc. C'est possible que je meure. Et toi, tu ferais combien? Moi, j'ai 2 heures par jour, grand minimum, voire 4 heures d'entraînement par jour, spécifique jiu-jitsu brésilien, plus d'aprogras. Mais quand je dis combat, c'est technique. Et donc, même dans mes entraînements par le passé, c'est vraiment hyper soft, c'est vraiment rouler pour rouler. Et donc, il y a 0 risque de blessure, mais il faut trouver des partenaires justement qui savent bouger comme ça aussi. Ça, c'est pas toujours évident. Et voilà. Mais quand j'avais des combats comme ça, et que c'était des gens qui étaient un peu plus agressifs, moi, dès qu'ils me prennent le bras, je tape. Et ça les fait chier. Et je passe mon tour. En fait, je fais à chaque fois ça. Et c'est bon. Et je m'en fous, je veux pas aller avec eux. Parce qu'une fois, il y a un prof d'une ceinture noire, un petit king de village, qui a voulu montrer aux autres qu'il était plus fort. Et donc, dans une démo d'un exercice, qui m'a presque pété le coude. J'ai eu 6 mois d'arrêt à cause de ça. Et donc, je sais que ça vaut vraiment pas la peine. Et ouais. Et donc, une ceinture noire qui avait un ego pareil, c'était vraiment triste. Juste pour montrer à des élèves ceinture blanche qu'il sait faire mal à quelqu'un qui n'a pas le niveau, qui débute et qui est là comme juste pour un assistant pour montrer, c'était vraiment pathétique.
Et donc, j'évite vraiment ça au maximum parce que 6 mois, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher et ça m'a coûté dans toutes mes activités. Donc, Pro, perso, tout ça. ouais. Ouais, des fois, les gens oublient qu'on a un boulot à côté, que demain, on doit se réveiller, tu vois, et aller au boulot, quoi. Mhm. Ouais. Bon, c'est bon pour vous cette question, ouais. J'espère qu'on a répondu à tout pour lui. Sinon, il n'hésitera pas à nous recontacter. D'autres questions. Comment savoir combien de jours de repos il est nécessaire de prendre par semaine? On commence? Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Moi, on en avait déjà parlé un petit peu, je pense, mais j'ai quand même quelques facteurs. Le premier, c'est le sommeil. Est-ce que j'arrive à bien dormir, etc. Parce que des fois, tu es un peu fatigué d'être fatigué comme ça. Tu es tout le temps cramé. Il te faut, alors, moi, j'essaie de ne pas trop faire ça, mais tu surcompenses. En général, il y a de la surcompensation. Donc, tu vas être beaucoup plus dans le sucre, tu vas être beaucoup plus dans la caféine, tu vas essayer tout le temps d'être un peu dans cette recherche de dopamine, etc. Donc, ça, c'est pour moi très important de conscientiser l'état dans lequel tu es d'un point de vue système nerveux. Un autre truc complètement, je vais dire, qui peut se standardiser, qui est beaucoup plus mesurable, c'est ta poigne. En général, si tu es trop fatigué, donc que tu t'entraînes trop, tu vas avoir du mal à être suspendu. Moi, j'ai un test qui est durer au moins 1 minute. Si tu n'arrives pas à rester 1 minute accroché au barreau en suspension, hein, dans une cage normale, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, évidemment, le premier test doit être standardisé. Si pour toi 1 minute c'est trop parce que je sais pas, t'es pas assez fort, t'es trop lourd, c'est un peu la question que je posais l'autre fois. Je sais pas si je suis trop lourd ou pas assez fort, moi je sais pas encore, mais dans l'idée en fait il y a ça. Donc moi c'est ce que j'aurais tendance à proposer. Et alors pour moi il y a un truc aussi qui se fait beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup et puis qui diminuent. Moi j'aurais tendance à faire moins et augmenter au fur et à mesure. Parce que quand tu fais beaucoup, je trouve que ça demande énormément pour récupérer. Alors que quand tu fais par exemple 2 fois, 3 fois semaine, et tu arrives à trouver un rythme où tu es vraiment régulier, mais quand je parle de ça, c'est au minimum 1 mois et demi, 2 mois, voire 3. Moi, j'aime bien cycler en 3 mois. Et bien là, tu peux aller chercher à augmenter. Moi, je suis dans un cycle, là, je suis à 2 mois. Je suis à 2 mois, là. La semaine prochaine, je suis à 2 mois. Je sais que je vais encore refaire un mois avec ces intensités-là. Et je sais que je vais pouvoir augmenter l'intensité d'un de mes 5 entraînements semaine après ce cycle-là. Mais encore une fois, j'ai 3 mois pour tout tester. Là, j'ai dormi un petit peu moins. Je me suis rendu compte que je pouvais augmenter un tout petit peu mon intensité, ce qui fait que je dors un peu mieux le soir aussi. Donc, pour moi, le mieux, c'est de vraiment voir ça, voir au niveau nerveux par rapport aux grippes, par rapport à la prise, et puis voir par rapport aussi à comment est-ce que ton sommeil se passe. Parce que, bon, il faut aussi prendre tout en compte par rapport au sommeil. Est-ce que tu as aussi un rituel de mise au lit, de mise en off, qui est correct? En général, moi, je demande, par exemple, de lâcher les écrans minimum une demi-heure, voire 1 heure avant d'aller dormir, quoi. Donc, par exemple, tu peux aller dans ton lit, tu prends ton téléphone, tu mets l'alarme. À partir du moment où tu as mis ton alarme, parce que c'est ton réveil, parce que moi, ça, c'est l'excuse que j'ai le plus au monde, j'ai pas de réveil, c'est mon téléphone. Tu peux très bien prendre ton téléphone, mettre l'alarme et puis mettre en mode avion et c'est fini, hein. Là, à partir de ce moment-là, tu as au moins 30 à 1 heure. Et là, à ce moment-là, tu as tout qui redescend parce que la lumière bleue peut être excitante, etc. Donc, même le fait de juste regarder, vous lisez pendant 45 minutes, vous regardez votre téléphone, vous refermez, rien que ça peut foutre le bordel un peu là-dessus. Donc, pour moi, conscientiser le système nerveux en étant à 2-3 fois semaine, et puis voir un petit peu si on arrive à tenir ça, donc un bon sommeil et le nerveux qui lâche pas par rapport aux grippes, qui est pour moi une mesure très convenable, et là on augmente au fur et à mesure. Moi c'est comme ça que je partirais. Ça te paraît bien comme Oui, très bien, super. Ici, attention entre guillemets, c'est quelqu'un qui vient 5 à 6 fois, je pense, par semaine. C'est quelqu'un qui vient plus et est très jeune. Ok. Il y a des outils pour ça. Déjà, soit que ce soit tout ce qui est HRV ou des trucs comme ça. Mais le problème, c'est qu'il faut l'établir sur une bonne base pour voir s'il y a une déviance. Le truc le plus pertinent, de nouveau, qui est très pertinent et très facile d'accès, c'est le test de grippe. Il y a des trucs spéciaux de pression pour ça, ça coûte pas super cher, je pense, sur Amazon, des trucs comme ça. Il y en a peut-être à 15 €. Donc ça peut être une source, une référence. Et comme tu dis, on avait parlé parce que les Bulgares faisaient ce test-là, justement. Eux, ils avaient 2-3 entraînements par jour dans des phases plus élevées. Et en fonction du test de grippe, ils déterminaient le pourcentage qu'ils utilisaient en haltéro.
Ça, j'aime bien. Et par exemple, j'aime bien essayer d'avoir tout au feeling et de ne pas avoir d'outils justement externes. Mais pour pouvoir avoir ces outils, ne pas avoir d'outils externes, j'ai utilisé ces outils à un moment pour pouvoir me paramétrer. Et personnellement, moi, même si c'est mon deadlift maintenant. Ça, c'est mon benchmark système nerveux. Et j'essaie d'en faire toutes les semaines. C'est peut-être pas, enfin toutes les semaines. Je fais des pourcentages. Parfois, je fais hyper léger, etc. Mais en fonction de mon grip, j'ai une RM deadlift en grip normal. Et ça, c'est ma référence. Je sais que si je suis pas bien, je descends ça, vraiment pas bien. Je suis 20% en dessous. Et même si je passe une mauvaise nuit ou n'importe quoi, il y a des fois, j'arrive étonnamment à être au même score ou même battre mon record. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas bien dormi que ça va mal aller pour le système nerveux. Des fois, ça peut même stimuler ton système Voilà. nerveux. Et donc, je considère que c'est vraiment pertinent pour moi, le deadlift. Et donc, je vais monter sur mon deadlift, admettons, et puis seulement à un certain moment, je vais partir sur des straps, mais je sais déjà établir si je vais aller dans ma RM ou pas du moment en faisant ces tests de grip avant. Et ça dirige un peu ma semaine. Donc, j'ai fait ça aujourd'hui, on est mardi. Je savais que je me sentais pas hyper en forme. J'ai fait quelques reps sans grip au poids que je devais faire. En dessous, j'ai déjà calé. Et donc, je dis, OK, aujourd'hui, ce sera pas top. Et donc, je peux être plus soft pour moi toute la semaine. Okay. Et donc, j'ai ça. Ça guide ta semaine. Ça guide ma semaine, vraiment. Et alors, il y a plein de types de programmation, conjugate ou autre. Conjugate, il y a beaucoup de rotation dans l'exercice. Ce qu'on fait ici aussi à la salle, c'est censé impacter un peu moins le système nerveux. Il y a plein d'outils aussi pour ça dans les mouvements. Par exemple, le box squat entame beaucoup moins le système nerveux. Il y a tout ce qui est le fait de nimer les phases excentriques qui vont pouvoir jouer sur le système nerveux. Donc, si j'ai ce truc de système nerveux qui est HS, mais que j'ai quand même envie de taper dedans pour continuer à évoluer plus que ce que je ne pourrais si je ne pouvais pas utiliser mon système nerveux, je vais utiliser d'autres outils comme ça. Ce qui n'est pas le cas pour le moment parce que je n'ai pas d'objectif sportif. Donc il faut voir aussi à quelle échéance on a des objectifs. Ah, c'est vrai. Parce qu'alors là, je le ferai. Et là, par exemple, moi, je suis depuis quelques mois, je fais un peu du renfort et je fais vraiment des trucs très brefs dans les RM. Je vais juste chercher un certain pourcentage, un max rep, il y a beaucoup dans les WOD. Donc, on va chercher une RM sur 10 minutes. Bon, je m'en fous un peu de la RM si elle n'est peut-être pas tout à fait juste, parce qu'après, il y a le max rep. Admettons, je vais prendre un exemple pour ce qui parle peut-être à tout le monde. Si j'ai un back squat théorique à 100 kg, que j'ai déjà fait par le passé, et qu'aujourd'hui, je monte, mais que je suis qu'à 90 kg, et qu'après, je demande de faire, dans les 3 minutes qui suivent, max répétition à 90% de 90 kg, ça fait quand même 80 kg. C'est 81% de tes 100 kg théoriques. Si ça va quand même et que tu avais une appréhension sur ton 90%, tu vas quand même faire 6-7 reps. Et donc, tu as quand même le stimuli, avec le pourcentage qui correspond au volume, et c'est suffisant. Et tout le reste, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que j'avais plein d'idées et j'ai oublié. Donc, sa question, c'était encore... Pour savoir comment prendre un repos, en fait. Ah oui, voilà. Comment gérer ta fatigue? Et donc, il y a ce paramètre-là. Et je travaille maintenant avec des cycles de 3 mois aussi, par principe, juste pour pouvoir... Je m'oblige un petit peu à me dire, voilà, là, ce serait bien de prendre une petite pause. Et dans le mois, je m'autorise encore une semaine un peu plus light, où par exemple, la semaine dernière, j'ai quasi rien fait parce que c'est pas une carrière sportive, c'est pas un truc. Et même si c'était le cas... Le CrossFit est assez récent et donc au début tout le monde se mettait à fond, tout le monde a grillé son système nerveux, beaucoup ont grillé le système hormonal du coup, c'est musculaire, nerveux, hormonal on va dire, et donc ils sont arrivés là. Et ça permet de ne pas arriver et de justement prendre un pas de recul parce que je considère maintenant, et beaucoup aussi même au niveau professionnel, dans le CrossFit où on demande d'être tout le temps performant, on pourrait avoir des saisons off et des saisons où on va aller un peu plus dans le spécifique. Et le fait d'être dans des off, ce serait plus de renforcement. Ici, par exemple, mon objectif, c'est faire 1 ou 2 watts par semaine. Et si je ne les fais pas, ce n'est pas grave, parce que je ne les ai pas fait depuis les Open. Donc j'en ai fait un quand même. On s'est entraîné, hein. Depuis les Open, j'en ai fait un. 2-3 mois. Oui. Ouais, j'étais coaché. Ah oui, ça fait un mois déjà. Avec le muscle-up et tout ça. Ah ouais, ça va. Tu fais des muscle-up? Ouais. Et puis c'est bien ça. Ouais, et donc c'est juste arriver à faire ça. Et franchement, 1 ou 2 watts par semaine, je prends beaucoup de plaisir. Ouais.
Et j'ai envie de me challenger un peu plus dans le WOD, tout en ayant un objectif bien précis dans le WOD. Est-ce que tu as envie d'être là? Ouais. Et après, de nouveau, si ton objectif c'est bouger, ça pourrait être comme le jiu-jitsu brésilien, où je vais tout faire en mode, je vais réfléchir qu'à certains paramètres et travailler certaines choses très spécifiques dans le WOD. Mais comme la programmation est générale, c'est pas le cas. Dans le jiu-jitsu brésilien, si je dois travailler tous les jours et je dois faire 4 heures par semaine, 4 heures par jour, pardon, ce sera vraiment très pointilleux par rapport à chaque truc à travailler et c'est des mises en situation. Donc, je ne pense pas que ce soit pertinent pour quelqu'un qui veut évoluer de manière générale de s'entraîner beaucoup comme ça. Et parce que c'est du moment présent, mais c'est pas construire. Ok, cool, super. Moi, je connais le nom de la personne qui a posé la question. Et en gros, je pense qu'elle fait très bien maintenant parce qu'elle commence à venir maintenant à des cours de gym. Elle vient à des cours de... En fait, elle essaye de continuer à s'entraîner parce qu'elle a l'envie, elle est jeune. Voilà, on récupère 3 fois plus vite quand on a 18 ans quand même, 18, 19 ans. Pas convaincu. Enfin, si, d'un certain point de vue, mais il y a des trucs... Oui, il y a quand même moyen, mais... C'est une machine de 60 ans qui peut éclater n'importe quel jeune de 20 ans. C'est vrai. Mais en gros, on sait quand même avoir un peu plus... Oui, bien sûr. Et en gros, là, elle essaye de venir à des cours un peu plus spécifiques. Comme ça continue à travailler son skill sans être autant traumatique, on va dire, pour son système nerveux, etc. Alors ça, je pense que c'est une bonne solution, c'est qu'elle fait justement. Moi, je suis plus, comme tu disais, j'aime bien me connaître beaucoup plus. J'essaie de ne pas utiliser des outils, même si j'ai utilisé une fois, plusieurs mois, la montre, là, le WOP. Ah ouais. J'ai utilisé ça, mais en fait, je trouvais un peu dommage qu'au final, je ne m'écoutais pas moi. Et si la montre me disait que j'étais à 60, je ne sais plus si c'était beaucoup 60, mais en gros, il me disait que j'étais un résultat mauvais, mais toute ma journée était adaptée à ce que la montre disait. Mais voilà, et des fois, je ne ressentais pas que j'étais fatigué. Alors en gros, ça m'a mis un peu dans le dire, au final, autant m'écouter moi et faire essai-erreur et arriver à trouver quand c'est vraiment... Là, je suis fainéant. Là, j'ai vraiment... en fait, j'ai dormi mes heures. J'ai mangé. Ok, c'est possible. Je suis un peu plus fatigué. Mais là, c'est parce que je suis fainéant. Je dois bouger mon cul. Là, je dois vraiment aller m'entraîner. Ou les jours que tu dis, ok, j'essaie de faire un pas en arrière et dire, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ou qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine? Oh, punaise, ouais, là, pour la salle, il y a eu plein de choses. Je fais ça. Ouais, je pense que c'est plus vraiment que je suis fatigué que truc. Et j'essaie d'adapter. Mais j'essaie de vraiment m'écouter à moi-même et essayer d'adapter. C'est possible que je vienne avec l'idée de faire un WOD. Je me sens qu'au final, je suis fatigué et tout ça. Bon, je vais aller faire un peu de renfort. J'ai bougé. Je suis content. Je fais mes abdos. Je fais ça. Bon, et voilà. Moi, c'est un peu comme moi, j'essaie de voir. Mais vraiment essayer de me connaître et savoir quand je suis en mode fainéant et quand en fait je suis vraiment fatigué, que je sens que là il faut un repos, etc. Ouais, parce que là, on prend que le contexte sportif. Et c'est vrai que si tu fais 6 fois semaine avec 6 WOD où tu vas t'éclater, 6 fois semaine avec 6 WOD où tu es en technique, ou 6 fois semaine, tu vas t'éclater, mais en plus de ça, ton boulot, il y a x3 au niveau de la... Donc il y a toujours un contexte qui est multifactoriel. Et ça, je pense que on en revient à, évidemment, moi je suis d'accord avec vous à 200%, hein, il faut pouvoir se connaître. Mais pour pouvoir se connaître, il faut aussi accepter de des fois ralentir un petit peu et de prendre les informations pour pouvoir les tester. Donc tu fais une semaine de 6 à fond, une semaine de 6 plus cool, puis tu essaies une semaine de 6 moitié à fond, moitié cool, et tu vois un peu ce que tu peux gérer, et puis après, bah, toujours prendre le contexte extérieur qui est comment j'ai mangé, comment j'ai dormi, est-ce que je suis malade, pas malade. Moi j'ai des gens qui reviennent de maladie, ça fait 10 jours qu'ils ne bougent pas parce qu'ils étaient éclatés pendant 6 jours dans le canapé, et puis ils arrivent, ils font « Ah, j'ai vraiment fait de la merde aujourd'hui ». Tu reviens de maladie, c'est normal en fait. Prends le contexte. Et donc, tester pour apprendre. Ouais, j'ai encore un petit truc. Yes. J'avais l'idée et puis je l'ai reperdue, je vais essayer de la retrouver. Oui, bah, justement, on parlait du boulot et n'importe quoi. Ouais. Et on a déjà parlé dans notre podcast aussi. Quand tu es stressé, en fait, mes entraînements, je prends l'exemple du deadlift juste avant, pendant 3 mois, le deadlift, ça n'a pas été. Je touchais rien parce que je sentais que mon dos était instable. Et simplement, où c'était plutôt de l'anxiété, on va dire, qui était vraiment très présent. Mais je sais que je peux faire tout du renfort externe, mais il n'y a rien qui a bougé là-dessus. J'ai même régressé dans tous mes poids.
parce C'est que mon quelque chose système nerveux d'externe. était tout le temps grillé. Donc, ce que je faisais, c'était je bougeais, j'essayais de conscientiser beaucoup plus. Je me mettais dans un autre état et je construisais différemment. Mais c'est peut-être ça qui fait que je réévolue maintenant. Parce que si je n'avais pas fait ce travail-là, je n'évoluerais peut-être pas de la même manière. Donc, je pense que la subtilité, c'est de trouver ce qu'on peut faire au moment, enfin, à chaque moment, pour pouvoir évoluer par la suite, même s'il n'y a pas de résultat direct. Objectif, plan, action. Donc, voilà. Parce que, et alors, ça me fait penser aux blessures qu'on peut avoir, des tensions, n'importe quoi, sur les épaules ou sur le bas du dos, n'importe quoi. Il faut apprendre à directement tourner autour. Enfin, c'est explorer. Et il y a des choses à explorer par rapport à ça. Simplement, il ne faut pas être hyper malin. Il faut juste être curieux et prudent, tout en ayant l'envie de bouger. Le plus simple, c'est de trouver des mouvements où on peut bouger sans que ça nous fasse mal et explorer là-dedans. Et peut-être que vous allez trouver des liens justement par rapport à ce mouvement. Il y aura un lien. C'est juste qu'on ne le voit pas. Mais donc, pas besoin d'être kiné, pas besoin d'être le master, je ne sais pas tout quoi. C'est ce que je prends aussi l'exemple, j'ai déjà pris plusieurs fois. Il n'y a pas besoin de connaître toutes les filières, savoir exactement à quel moment tel truc passe à tel truc. Parce que je vois encore des formations qui passent là-dedans pour devenir meilleur crossfitter, n'importe quoi, mais il n'y a pas besoin de tout ça. Et il suffit de savoir déjà structurer de manière rationnelle par rapport à tout ce qui est time domain ou autre. Et voilà, il faut simplifier les choses plutôt que les complexifier parce qu'on sort du chemin. Totalement. Faites le job en fait, et pour reprendre un exemple de ce matin, moi j'ai quelqu'un qui avait de grosses difficultés à se suspendre. Du coup, en fait, pour travailler quand même son poids du corps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 2 box et je lui ai donné la possibilité de gérer son poids du corps à travers une poussée au lieu, entre guillemets, d'une suspension. Et je faisais du scapular pull-up, donc vraiment donner la possibilité de donner de la mobilité, donc aller chercher de la mobilisation, aller chercher des mouvements qu'on ne va pas chercher d'habitude. Et j'ai vu aujourd'hui que, ça fait quoi, un gros mois et demi, je dirais, 2 mois peut-être, qu'on travaille un peu plus comme ça, je vois vraiment qu'il y a une différence dans le mouvement. Et je lui dis, ôte-moi d'un doute, est-ce que tu n'es pas un peu avec moins de tension au niveau de la nuque, au niveau des épaules et tout ça? Elle me dit, ah si, ça change tout. Je dis, ah ouais, parce qu'en fait, elle se bloquait, elle se mobilisait pas. En fait, elle était toujours là, non, moi me suspendre, c'est l'enfer, j'ai mal et tout. Ce qui est cool, c'est qu'elle s'est suspendue quand même un petit peu en plus. Alors ça reste très difficile, mais on vient quand même de 0 à un peu, ce qui est déjà génial. Et en plus de ça, moi je lui ai dit, et niveau stress, etc., elle me dit, il y a quand même de l'impact. Et notamment, ça, elle ne peut pas le savoir, mais moi je le vois dans les cours. Il y a beaucoup moins de mise sur la défensive, il y a beaucoup moins de peur de tenter des choses. C'est pour ça qu'il faut aussi, alors là je parle plus aux coachs et aux accompagnants, que vous ayez la possibilité d'avoir ce genre de discussion pour pouvoir permettre aux gens d'explorer et d'être curieux. Parce que si à chaque fois, les gens ils sont en train de vous mordre parce qu'ils ont peur d'avoir mal, notre job, c'est de désamorcer ça. Donc je pense vraiment qu'effectivement, ça joue beaucoup parce qu'il y a des gens qui vont être tout le temps, avoir l'impression d'être tout le temps fatigués, mais en fait, ils sont juste stressés parce qu'ils ont peur d'avoir mal, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était la petite grosse parenthèse. Excellent. D'autres questions? Je pense qu'on a clôturé celle-là, c'est pas mal. Hein? Oui. Pour d'autres questions, en gros, c'est est-ce que le sport peut être addictif? Mais c'est une addiction saine, donc ça va. Vaut mieux ça qu'une autre addiction plus malsaine, donc oui. Okay. Voilà, c'est court comme réponse. Oui. D'un point de vue physiologique, on y est complètement. Et puis, moi, c'est la personne que le sport m'a fait devenir qui m'a rendu addict à ça. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à aller vers les autres, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à avoir de la confiance en lui, etc. Et je suis devenu addict à l'évolution que ça a donné. Après, elle est à Shonen Spirit, hein, pour les vrais. Donc, c'est Dragon Ball, tout ça, toujours cette évolution d'aller vers l'avant, de devenir meilleur. Moi, c'est cette addiction, en fait, d'expandre. C'est souvent ce que je dis à mon épouse, c'est le fait je me contente de qui je suis, mais j'ai toujours envie d'être meilleur. Donc, c'est un peu un paradoxe. Et je pense que ça, c'est aussi une addiction qui est très sous-cotée. Parce que je vois beaucoup de gens, alors ça, c'est plutôt le posturologue qui va parler, mais des gens qui arrivent comme ça, tu sais, le regard vers le bas, avec les épaules très allées vers l'avant. Et puis, 3, 4, 5, 6 mois, ils sont comme ça, ouverts, avec les épaules vers l'arrière, ils regardent les autres, et pas du tout dans l'arrogance, mais dans le « j'assume qui je suis ».
Donc je pense qu'au-delà de l'aspect dopaminergique, tout ce qui est sérotonine, tout ça, avec voilà, le gros afflux qu'il y a quand on connaît tous cette sensation, on est éclaté au sol et on est trop bien, on est trop content d'avoir donné son max. C'est le meilleur moment pour moi, c'est quand tu es à fond, tu as donné ton max, c'était bien. Mais il y a aussi le côté, tu es addict à la personne que tu es en train de devenir en fait. Mais après, il faut faire le boulot. Donc moi je trouve que oui, carrément, c'est tout à fait addictif. Ouais. Excellent. Oui, mais pour moi aussi, c'est totalement addictif. Après, il y a toujours, faut faire attention avec toutes les addictions, on va dire, etc. Clairement. Mais Bigorexie. je pense pas que ça soit vraiment le sport qui fait ça, mais c'est plus, comme tu dis, la personne que tu es en train d'être, etc. C'est ça qui, au final, je pense, qui crée. En fait, tu te sens utile. Tu vois, tu te sens capable de faire des choses utiles, etc. C'est ça qui crée un petit peu cette addiction, on va dire. Et après, clairement, entre choisir être addict à boire des coups tous les jours ou faire du sport, le choix est fait. On a choisi en tout cas. Ouais, c'est une des seules addictions où tu auras un retour positif dans les jours qui suivent ou dans les heures qui suivent. Enfin, oui. Et surtout, un truc que j'avais lu, ça, je ne sais plus où, mais c'est même si tu es riche, avoir un corps fit, ça ne s'achète pas. Ça se travaille. Ça se, et c'est représentant de traits de caractère. C'est ça, c'est ça. Tu le mérites. Si tu as ça, tu l'as mérité, tu as bossé pour. Okay. Après, il y a des trucs de triche où tu peux bien sûr te piquer, etc. Ouais. Mais en gros, les gens qui savent qu'ils ne sont pas piqués, etc., qui ne prennent pas des gros produits, etc., tu es fier de toi, tu l'as mérité, tu as travaillé pour ça, et je pense que c'est ça qui, au final, est addictif. Ton physique, c'est presque la plus belle vitrine de ce que tu es. Ouais, c'est ça. De tes traits de caractère, de plein de choses. Totalement, ouais. C'est aussi quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais d'un point de vue spiritualité, c'est aussi ton interface face au monde. Et en fait, bon, ça va aller un peu loin, mais j'ai envie d'y aller. Donc, en gros, l'idée, c'est que si vous voyez un poids de 100 kg et que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à porter 50 kg, il n'y a pas de jugement, mais ça va être perçu comme un danger. Alors que quand tu arrives, tu t'entraînes toute ta vie, ton 100 kg, c'est ton 50%, c'est ta moyenne. En fait, tu vas pas du tout vivre la même expérience. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'à force de nous renforcer, d'être, alors c'est le thème, donc addict peut-être, mais aussi, j'ai envie d'utiliser un autre mot, c'est exigeant. On a une certaine exigence bienveillante, parce que pour moi, dans la bienveillance, il y a de l'exigence, sinon ça devient du laxisme, c'est mon point de vue. Mais dans l'idée, cette exigence, elle va te rendre plus fort, et en fait, tu vas juste améliorer ton interface que tu as avec le monde. Et donc, cette interface face au monde, elle te permet justement d'optimiser ton expérience de vie. Et je pense que cette expérience de vie, elle est intrinsèquement liée à ça, en fait. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton quotidien pour te créer une vie qui te permet, du coup, dans ce qu'on est en train de raconter, d'optimiser ton interface, qui est donc ton corps et ton mental, mindset et physique, pour pouvoir avoir l'expérience de vie la plus, je vais utiliser le terme extraordinaire possible, quoi. Ne pas être limité par notre corps ou notre tête, mais pouvoir avancer, quoi. J'ai des crampes dans les mains. Pourtant, j'ai bu qu'un café aujourd'hui. Mais ça me fait penser à un autre truc, c'est quand tu es jeune, le seul truc où tu sais facilement avoir des retours sur toi, après tout le monde n'a pas la même sagesse, il y en a qui naissent avec une sagesse qui reçoivent, et donc voilà, exactement. On va dire que ce n'est pas mon cas. Et le sport, tout ce qui est compétences athlétiques ou autre, te permet d'avoir beaucoup de feedback, d'apprendre certaines choses sur toi. Et ça peut être une porte d'entrée quand on regarde tout ce qui est philosophe et autres. Ils sont souvent passés par là, une culture du corps, puis ils sont passés sur la culture de l'esprit. Parce que je pense qu'avant un certain âge, il faut vivre d'expériences et justement faire des erreurs, malheureusement, pour pouvoir l'intégrer et avoir une réflexion dessus. Et le sport, l'activité physique, permet de faire ça d'une certaine manière. Et donc, c'est déjà une sorte de structure, si on veut, de réflexion. Après, dans la troisième vingtaine, je ne sais pas ce que c'est, comme après la philosophie, la spiritualité. On ne sait pas encore. Spiritualité, il y a d'autres choses. Ouais, on verra. Ok, je pense qu'on a pu répondre déjà pas mal pour la question alors de l'addiction. En gros, ouais, en résumé, oui, ça peut venir une addiction. Après, qu'est-ce que tu en fais avec ça? Et je pense que tu gagnes beaucoup plus que ce que tu perds, au contraire avec toutes d'autres addictions qu'il peut avoir. Ouais, parce que c'est un peu une sorte d'école de vie aussi, parce qu'il y a moyen de la transposer dans tous les secteurs, dans n'importe quel secteur qui nous intéresse, que ce soit l'apprentissage, que ce soit la culture de l'effort qu'on avait déjà la culture de l'effort, le développement personnel. Tout à fait.
et une manière d'aborder, de se connaître pour savoir comment on aborde une nouveauté, un nouveau challenge ou autre, et de savoir déjà le structurer de base pour savoir comment on va l'aborder et simplement savoir si on aime ou on n'aime pas. Parfait, excellent. Mais pas d'autres questions. Il n'y avait pas d'autres questions. Il y avait une grosse, mais celle-là, on va faire un podcast. On la gardera pour une prochaine. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Pour moi, non, mais si vous avez des questions Seb. comme ça, n'hésitez pas. C'était pour Seb, la C'était pour question. Seb. Seb, je te le passe après. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer de faire un Q&A comme ça, donc question and answer, hein, question-réponse, à peu près tous les trimestres. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit peu des messages. Évidemment, si on a l'occasion, on fera un small talk ou un podcast pour y répondre. Mais l'idée, c'est de pouvoir être présent pour la communauté CrossFit, mais aussi celle d'Astérion. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre ça en commentaire ou venir nous voir comme vous le faites. Et on vous remercie pour les feedbacks qui sont vraiment top. Donc on est content. Yes. Eh bien, je n'ai rien à rajouter non, aujourd'hui. On n'a pas parlé des voitures. Il n'a rien à dire. Il se passe quoi là? Non, j'ai assez parlé. Un peu de fatigue peut-être, mais j'ai assez parlé. J'ai pas mal parlé. Je trouve. Excellent, parfait. Mais merci à tout le monde pour nous écouter. Merci à les gens qui nous ont posé les questions, etc. Si jamais, comme j'ai dit, vous voulez approfondir un petit peu plus, vous venez vers nous, vous mettez les commentaires. Et sinon, on se voit la prochaine fois dans la salle. Allez, ciao, ciao.